Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, et pas n'importe quel épisode, c'est un nouveau post-mortem aujourd'hui. Le post-mortem, c'est donc le petit, je me mets des guillemets, petit podcast consacré au bilan de chaque équipe des playoffs NBA suite à son élimination. Et au menu du jour, des oiseaux avec un grand bec. Pour en parler, c'est Constant qui est avec moi. Comment ça va, Constant? Bah ça va. Malheureusement, je suis supporter de l'équipe qui a éliminé cet oiseau au grand bec. Donc voilà, peut-être que les fans des Pélicans n'apprécieront pas trop de voir. C'est un peu le même. Je suis passé à l'enterrement pour voir si mon ennemi était bien décédé, là, le même sur Twitter. Mais non, toujours est-il que non, je suis content pour parler de ces Pélicans, un peu triste de leur playoff et de l'absence de Zion, mais voilà, il y a des choses intéressantes à dire sur l'été des Pélicans. C'est pas aussi bordélique que les Suns, mais il y a quand même deux trois trucs à dire, deux trois petits points à régler du côté de la Nouvelle-Orléans. Effectivement, bon, tu as déjà livré l'éléphant dans la pièce. On va souvent en parler, on va beaucoup parler de cette absence de Zion et de cette équipe autour de Zion, des Pelicans. Mais tout d'abord, comme d'habitude, je tiens à remercier tous les auditeurs, les auditrices qui nous suivent de plus en plus nombreux sur les plateformes de podcast, bien sûr. Sur YouTube, vous pouvez nous retrouver, où Ben crée des shorts incroyables en ce moment, quand la technologie nous le permet. En tout cas, vous pouvez aussi venir échanger avec nous sur Twitter. Comme d'habitude, vous êtes les bienvenus. Et comme je le disais, comme tu le disais, les oiseaux au menu du jour, c'est bien sûr, vous avez reconnu les Pelicans de la Nouvelle-Orléans en français. Les Pelicans qui ont terminé la saison régulière à la 7e place techniquement à l'Ouest, avant de perdre face aux Lakers avec cette blessure. On va en reparler. Et puis de gagner face aux Kings pour se retrouver donc face au Thunder. Tu en avais parlé aussi, face à ton Thunder d'Oklahoma City. Une défaite assez sèche, malheureusement, un sweep pour eux. Un coup de balai 4-0. Donc dans ces post-mortem, on a décidé de commencer par un bilan de ces résultats playoffs par rapport peut-être aux attentes qu'on avait à l'entame de cette post-season. Bon, avant le play-in, on avait peut-être beaucoup d'attentes. Finalement, je crois que tout se résume, j'ai envie de dire, Constant, à cette blessure de Zion face aux Lakers, alors que même c'était peut-être le meilleur joueur sur le terrain à ce moment-là. Donc défaite face aux Lakers, puis victoire face aux Kings, et après, l'histoire est ce qu'elle est. Oh, c'était clairement le meilleur joueur sur le parquet lors de ce match du play-in face aux Lakers, parce qu'Anthony Davis n'est pas dedans, LeBron n'est pas dedans non plus. C'est vraiment Zion qui surnage, et même du côté des Pels, t'avais un très bon D'Angelo Russell, mais non, c'était vraiment Zion qui surnageait, Zion, Alvarado, Larry Nance, c'était ça le trio magique du côté des Pels sur ce premier match du play-in. Ça s'est un peu retranscrit, on va dire, sur le restant de la post-season, où on va dire que les leaders supposés ou les autres leaders supposés à côté de Zion ont un petit peu failli, que ce soit lorsqu'il était présent sur le parquet avec le match face aux Lakers ou lorsqu'il était absent sur cette série face aux Thunder. Oui, quand on avait fait lorsque j'avais enregistré avec Ben l'épisode Pourquoi ils gagneront pas, le motif d'espoir, j'avais dit Zion. Quand le motif d'espoir est plus là, effectivement, c'est difficile d'espérer quoi que ce soit. Donc peut-être c'est là toute la tragédie entre guillemets, et peut-être un parfait résumé de la carrière de Zion, c'est que au moment où tu fais ce qui est probablement ton meilleur match en carrière, hein, je vois pas d'autres matchs de Zion tenu enfin en prenant en compte le contexte où il a été aussi fort, que tu te blesses et que tu peux pas jouer les 3 dernières minutes. Donc voilà, c'est déjà ils ont réussi à se qualifier pour les playoffs, ce qui n'était pas non plus une garantie, hein, parce que même s'ils étaient en 5-0 sur la saison face aux Kings, Tom en avait parlé, bah je suis pas sûr que tout le monde voyait spécialement les Pels se qualifier et remporter ce deuxième match du play-in face aux Kings, euh, notamment avec la belle victoire des Kings face aux Warriors lors du précédent match du play-in. Donc voilà, une qualification en playoff, et sur ce premier tour face à OKC, une attaque qui a montré de très grosses limites, puisqu'ils ont le pire offensive rating pour une équipe depuis les Rockets lors des playoffs 2016. Donc ça fait 8 ans quand même qu'une équipe n'a pas posté un offensive rating aussi horrible. De 60, moins de 100. oui, 96, tout à fait. Assez horrible. 96 pertes de balles, non, 96, non. 69 pertes de balles, il me semble, sur les 4 matchs de la série. Ça fait beaucoup. Ingram qui est passé à un côté, McCollum qui est passé à côté. Donc voilà, au niveau de ces playoffs, bah, tu te fais sweeper assez sèchement. Tu ne peux que te demander quels auraient été les résultats si Zion avait été présent. Mais malheureusement, c'est une problématique qui revient souvent et qu'il faut prendre en compte aussi, la santé de Zion. Disons que le timing cette saison des blessures est un peu pourri. Mais en dehors de ça, ouais, un sweep assez sec. C'est sec et finalement attendu. C'est-à-dire que Zion en moins, ça a d'autant plus mis en avant peut-être les faiblesses, les craintes qu'on pouvait avoir de cet effectif des Pelicans. Je me souviens dans la preview, parce que j'ai écouté un petit peu pour préparer tout ça, la preview des Pelicans, c'est Tom justement qui parlait de sa peur face au spacing apporté
par l'effectif des Pelicans. Bon, là, on a vu face au Thunder, ça a été très, très compliqué à 3 points. En plus, ils n'ont vraiment pas mis dedans. Pour le coup, ils ont une baisse d'efficacité assez horrible, ce qui explique donc cet offensive rating très, très faible. Et malheureusement pour eux, qui leur a coûté ce sweep. Donc, je pense qu'on ne va pas s'éterniser non plus sur cette campagne de playoff qui est un peu particulière. Tu as dit surtout avec cette absence de Zion. Donc, parlons plutôt des perspectives. Alors, j'allais dire court terme, mais peut-être pas seulement du côté des Pelicans, puisque le deuxième point de nos post-mortem, c'est la temporalité. Et c'est une vraie question du côté des Pelicans, ce qu'il faut faire. Où est-ce que tu en es dans ton projet? Bon, a priori, l'idée, c'est toujours de construire. Alors, je vais te la poser avec la formule consacrée maintenant au Constant. Pour ou avec Zion Williamson? En fait, tout le problème de la temporalité des Pels, c'est que tu sais pas trop dans quelle temporalité tu es, quoi. C'est que les absences, on va dire, répétées de Zion font que tu te poses des questions, tu te dis où on est au niveau de notre projet. C'est-à-dire que l'an dernier, tu avais Zion qui était absent sur la seconde partie de saison, tu as vu un Brandon Ingram qui avait été étincelant, tu avais une équipe qui, malgré une chute forcément au classement avec l'absence de Zion, avait quand même réussi à s'accrocher un petit peu au niveau du classement et qui était parvenu à jouer un match du play-in. Là, cette saison, tu as une progression statistique, puisqu'ils sont pas loin d'accrocher les 50 victoires. Les 50 victoires du côté de la Nouvelle-Orléans, c'est pas arrivé non plus tous les ans. Il semble que la dernière année, c'est les dernières années de Chris Paul, donc ça commence à remonter un petit peu. Mais voilà, tu te dis, tu as une progression, tu as une équipe qui était pas loin de la 6e place quasi tout au long de la saison. Cette 7e place, elle est un peu sévère, on va dire, parce que sur l'intégralité de la saison, je pense pas que les Pels fassent forcément une moins bonne saison que les Suns, mais voilà, le seeding en fin de saison font que les Suns sont passés devant ces Pels. Mais tu te dis, bon, ok, on a progressé, même si voilà, il y a encore des choses à améliorer autour de l'axe Zion, Ingram, CJ McCollum. Et en fait, tu as le play-in, tu as la blessure de Zion, et après, tu as des performances assez désastreuses de tes leaders qui font remettre un petit peu en question ton projet. Donc oui, la problématique qui va se poser du côté des Pélicans, c'est est-ce que finalement cette déroute au premier tour et cette absence un petit peu de leadership de certains de tes meilleurs joueurs va pas un peu forcer la main à ces Pélicans pour dire ok, là on est arrivé à un stade où on doit prendre une décision et cette décision va être un peu facilitée par ce qu'on a pu voir lors de la campagne de post-season. Oui, bon, la transition est toute faite. On va vite croiser les deux thèmes, puisque la première question, la suite du post-mortem, c'est les questions à régler pour les Pelicans. La première, justement, elle va avec tout ce que tu viens de dire, c'est la question Zion. Donc, bon, comment on la règle cette question? Parce qu'on a la problématique d'un joueur qui, bon, cette année, il a joué. Tu l'as dit, il a joué, on l'a quand même beaucoup vu et ça a fait du bien. Je pense que ça a soulagé pas mal de fans du côté des Pelicans de dire oui, Zion Williamson est capable de jouer, de produire sur toute une saison. Malheureusement, bon, tu le disais, elle est mal tombée, mais c'est rare qu'une blessure tombe bien. Mais pour le coup, vraiment, celle-ci, juste au premier match du play-in, la blessure de Zion Williamson. Donc, a priori, malgré toutes les déclats qu'on a pu voir, on a parlé tous les deux juste avant de lancer l'enregistrement, notamment du vice-président des opérations basket, David Griffin, de son prénom du côté des Pelicans. A priori, on veut bouger, mais l'idée, c'est quand même bel et bien de rester autour de Zion. Oui, bien sûr, bien sûr. Toute la problématique, de toute façon, c'est comment est-ce que tu arrives à faire cohabiter Zion et Ingram ensemble? C'est-à-dire que on est dans une situation où, moi j'en avais parlé dans la preview, j'étais pas forcément le plus optimiste sur la cohabitation entre les deux joueurs parce que c'est deux joueurs qui partagent beaucoup la même zone. Et c'est surtout que autant les tirs d'Ingram peuvent exister, ou en tout cas les espaces que prend Ingram, si tant est qu'il y ait des espaces, parce que c'est beaucoup de tirs contestés, mais on va dire que le régime de tir d'Ingram n'est pas perturbé par la position de Zion sur le parquet, en tout cas pas trop. Là où le régime de tir de Zion, qui est très axé sur le drive, qui est très axé sur la pression près du cercle, est perturbé par le fait qu'Ingram n'est pas un joueur qui sanctionne à 3 points et un joueur qui reste beaucoup dans la zone du mid-range. Donc oui, pour moi, c'est deux joueurs qui peuvent difficilement cohabiter. Et en plus, il y a cet aspect où, comme je l'ai dit l'an dernier, Ingram avait fait une très grosse partie de saison après la blessure de Zion, jusqu'au point d'aller face à Team USA. Là, cette saison, c'est l'inverse. Il en a parlé lors des exit interviews. Il a dit que ça a été l'une de ses pires saisons probablement en carrière, parce que voilà, il y a la frustration avec Team USA où il jouait pas. Il s'est bien rendu compte que cette saison, il y avait quand même une baisse de niveau individuel, plus des blessures, etc., etc. Donc, dans ce sens-là, c'est un vrai problème parce que du côté des Pels, j'en avais parlé un peu avec Tom, tu peux te dire, allez,
on part sur un trade de Brandon Ingram. Et Tom m'avait rétorqué que oui, mais si tu pars sur un trade de Brandon Ingram et que tu décides de construire avec des profils qui sont plus complémentaires vis-à-vis de Zion que ce que peut être Ingram ou Valanciunas, tu peux avoir une espèce de baisse de niveau plancher en te disant, oui, Zion est sujet aux blessures, donc tu peux avoir beaucoup de matchs loupés par Zion, donc on va dire que McCollum et Ingram t'apportent un certain niveau plancher lorsque Zion est absent. Sauf que ce niveau plancher, c'est quoi? C'est play-in l'an dernier, c'est sweep au premier tour cette année, c'est-à-dire que si tu te retrouves avec une saison entière sans Zion ou si tu te retrouves avec Zion qui loupe 65 matchs, je pense que même le fait d'avoir toujours CJ McCollum ou de toujours avoir Brandon Ingram ne te permettra pas d'avoir un niveau plafond assez élevé pour espérer ne serait-ce potentiellement le play-in dans la conférence Ouest. Donc je pense que c'est un choix qui peut être fait dans le sens où tu te dis ton niveau plancher lorsque Zion est absent n'est pas très élevé. Mais oui, pour moi, il y a vraiment un choix qui est évident à faire autour de Zion et Ingram. Je pense que fatalement, quand tu vois le niveau de Zion cette saison et quand tu vois le niveau de Zion lors du play-in, tu vas essayer de construire autour de lui. Surtout que les profils à mettre autour de lui sont selon moi un peu plus faciles à trouver au niveau du skill set que les profils à mettre autour d'Ingram. Oui, bon, ça pose tout de même plusieurs questions. Moi, j'ai envie de réagir à ce que tu dis. Bon, déjà, il y a effectivement la difficulté du rôle d'Ingram. C'est-à-dire que Ingram, effectivement, bon, ça n'a pas été sa meilleure saison, mais c'est vrai qu'il remplit un rôle du côté des Pelicans où parfois, et je pense qu'on va en reparler, il y a eu l'attaque peut être très statique, trop statique, et ça peut manquer de joueurs qui créent le décalage. Donc, il y a un shot-making, les tirs que doit prendre Ingram et doit mettre Ingram, c'est quand même assez compliqué. Donc, je comprends la frayeur qu'il peut y avoir. Voilà, en tout cas la frilosité du côté des Pelicans, se séparer de ce type de joueur-là en se demandant si tu vas récupérer des assets d'une valeur. Alors tu peux pas retrouver exactement la même chose, mais quelle valeur tu vas retrouver justement autour de Zion? Je pense qu'on va pouvoir développer, mais ça pose la question de justement la valeur d'Ingram sur le marché de la NBA. Et c'est toi qui me le disais aussi juste avant l'enregistrement. Peut-être qu'elle est un peu plus élevée que ça au niveau de la ligue, parce que même si Ingram, dans sa complémentarité, tu l'as dit, avec Zion, pose des questions, enfin en tout cas, Zion, aux côtés d'un Ingram, lui, ça va lui poser des difficultés, autant un Brandon Ingram et ce qu'il apporte, c'est quelque chose qui, du côté de la ligue, du côté de plein d'équipes, peut avoir une vraie valeur. Donc on peut voir du monde qui va toquer ici. Après, pour CJ McCollum, peut-être que la question se pose un peu différemment, notamment avec la question du contrat. J'ai envie, pour conclure sur ce point-là, toi, tu penses que c'est les deux il faut se séparer carrément des deux pour essayer justement de voir quel profil on va pouvoir développer, mettre autour de Zion? Je pense que TJ McCollum est difficilement une pièce que tu peux bouger cet été de par le contrat, comme tu l'as dit, parce qu'il y a l'extension, on n'en a pas parlé, mais pour faire un petit point finance, entre guillemets, c'est que Brandon Ingram est lui aussi éligible à une extension cet été, mais il ne lui reste qu'un an de contrat. Effectivement, c'est ce que j'ai pu lire de ci, de là, c'est que globalement, aux États-Unis et même au niveau des intels qu'il peut y avoir sur les GM NBA, la valeur de Brandon Ingram est très élevée. Je pense que c'est un peu, Tom, on avait aussi parlé sur le cas des jeunes Téméraires, je pense que le rôle actuel, enfin les GM savent que s'ils viennent à trader pour Brandon Ingram, on va dire que le rôle et le skill set pour lequel ils le font venir, c'est pas le rôle et le skill set actuel dans lequel il est utilisé au niveau des Pélicans. Donc oui, peut-être que à voir si jamais, tu vois, effectivement, tu récupéreras jamais le même profil qu'Ingram, mais peut-être la théorie tu transfères un bon joueur et tu récupères un très bon joueur et tu récupères deux bons joueurs, mais qui du coup collent peut-être un peu plus avec le profil de Zion. C'est peut-être un espèce d'Angelo Russell, Mike Conley, dans le sens où oui, tu traites peut-être un joueur un peu moins fort, mais un joueur qui colle beaucoup plus avec tes deux meilleurs joueurs, donc du coup, ça augmente un petit peu le niveau de ton équipe. Non, moi je pense que CJ McCollum va rester de par le contrat et aussi parce que en soi il n'est pas complètement inadapté à Zion, même si ça me pose des problèmes notamment sur l'aspect défensif. Autant Ingram, je pense que on est dans une situation où c'est pour moi un des joueurs qui est sujet à être bougé, à voir quelles équipes potentiellement vont être acquéreurs de Brandon Ingram. Je pense qu'il y aura un marché, peut-être une équipe comme Philadelphie, par exemple, si jamais elle venait à avoir quelques loupés avec son cap space de l'espace, peut-être que c'est une équipe qui va se dire partons sur Brandon Ingram. Je sais pas, je lance une pièce en l'air, mais je pense que si Ingram venait à être disponible, il y aura un marché pour l'acquérir. Bon, et ben justement, allons-y de l'autre côté du marché pour les Pelicans, des profils. Tu as commencé à développer le fait que donc, tu devrais retrouver plusieurs joueurs, a priori. Comme souvent, quand il y a un transfert d'un bon joueur, il est plutôt transféré contre
plusieurs joueurs de moindre niveau, mais qui vont peut-être cocher d'autres cases. Donc le deuxième point, la deuxième question à se poser du côté des Pelicans, c'est quel type de joueur, quel rôle il manque. Effectivement, je parlais tout à l'heure de l'aspect un peu statique de leur attaque. C'est vrai que parfois, il y avait un début de système, mais si ça ne fonctionnait pas, si c'était mis à mal pour X ou Y raison, mal exécuté, une bonne défense adverse, on pouvait se retrouver avec une attaque assez statique et ce manque de joueurs. Alors, qu'on pourrait qualifier, quand on avait commencé à préparer entre nous, j'avais parlé de connecteur, de ce joueur qui va faire la passe rapide, qui va relancer tout de suite une attaque, peut-être aussi en posant un dribble, etc. Toi, tu voulais aller même au-delà de ça, parler de guard play. Est-ce que c'est tout ça qu'il faut essayer d'aller cocher comme case aux Pelicans? Ouais, bah, en fait, toute la problématique des Pels, c'est que si jamais tu décides de construire autour de Zion, tu as quand même beaucoup de profils que tu dois mettre à côté de lui qui sont manquants à l'heure actuelle. C'est-à-dire que au niveau des ailes, avec Herb Jones, avec Trey Murphy, tu es plutôt OK. C'est-à-dire que tu as un gros défenseur sur le point of attack, tout en étant un joueur capable de sanctionner sur du drive et surtout sur du catch and shoot dans les corners sur le jeu potentiellement de drive and kick de Zion. Et de l'autre côté, avec Trey Murphy, tu as un joueur que tu peux mettre en mouvement, off-screen, qui apporte une gravité à 3 points, qui là aussi peut sanctionner, même si défensivement, c'est plus compliqué. Par contre, tout le reste, c'est assez difficile dans le sens où, oui, pour moi, ça manque de guard play. Je te l'avais dit dans la conf. Pour moi, c'est un profil à la Lonzo qu'il faudrait. Le Lonzo des Pels, on a vu que Lonzo, vous avez vu, je cite un nom d'outre-tombe qu'on n'a pas vu depuis 2 ans et demi, mais le Lonzo des Pels, c'était un profil qui était assez complémentaire de Zion, qui était un pas aussi bon défenseur que ce qu'il était aux Bulls, mais qui était c'était déjà la version embryonnaire du Lonzo qu'on a vu aux Bulls sur la demi-saison. Donc, pour moi, c'est ce profil-là à voir. Il y avait des rumeurs, voilà, potentiellement sur Dejounte Murray. Moi, je trouve que ok, Dejounte Murray viendrait t'apporter un espèce de côté vraiment point d'ancrage sur les lignes extérieures, peut-être un peu plus axé sur le playmaking qu'un CJ McCollum, peut-être un peu moins on va dire, dans de la création individuelle pure et capable de créer un peu plus pour les autres. Mais je trouve que quand tu regardes le volume de tir de Dejounte Murray, on est sur beaucoup de mi-distance aussi. Donc, je trouve pas que ce soit vraiment un profil très complémentaire au niveau de Zion. Et surtout, pour moi, il y a un problème majeur, c'est sur le poste de pivot, où en fait, le profil de Zion t'amène de facto des problématiques sur le poste d'intérieur. C'est-à-dire que oui, Jonas Valanciunas et Larry Nance ne sont pas forcément des profils très complémentaires de Zion parce que sont souvent dans le dunker spot, parce que défensivement, c'est pas forcément des joueurs qui peuvent switcher. Mais quand tu regardes le profil de Zion, qui est pas forcément un énorme rebondeur et qui défensivement n'est pas forcément un joueur que tu peux mettre sur tous les profils d'intérieur de par sa taille ou de par pas forcément une grosse activité défensive, on va dire, je pense que ça soulève des problématiques. Et selon moi, si tu essayes de construire un effectif autour de Zion cet été, tu n'auras pas toutes les pièces directement parce que ça te manque de guard play, comme je l'ai dit. Et les profils d'intérieur à mettre à côté de Zion, c'est des profils assez rares dans la NBA actuelle ou alors très coûteux que les équipes ne voudront pas lâcher. Les deux profils sont rares, mais celui du guard play plus défense, comme tu disais, c'est quand même assez particulier. Justement, le Lonzo Ball, on le recherche un peu tout le temps. Encore du côté des Bulls, hein, c'est souvent l'excuse qui revient de dire ah, il nous manque ce profil-là. Oui, il manque ce profil-là, du coup, ça fonctionne pas. Et comme tu le disais, du côté intérieur, c'est vrai que l'Arlésienne Miles Turner est un peu terminée maintenant que ça se passe mieux du côté d'Indiana. C'est une légende à Indiana. Ils vont faire sa statue dans 2 semaines. Il faut une statue à Miles Turner. Le mec était sur la trading block tous les étés pendant 5 ans. Là, c'est devenu une légende. Voilà. Et du coup, malheureusement, c'est vrai que c'est pas un profil qui court les hauts, mais c'est vrai que peut-être que tu peux alterner sur plusieurs joueurs. D'abord, avoir un guard un peu plus offensif, un peu plus virevoltant, je sais pas, un Malik Monk. Je dis ça au hasard dans le profil, mais qui n'est pas défenseur. Et puis après, bricoler sur plusieurs joueurs. Mais c'est vrai que voilà, il y a plusieurs cases. C'est vrai que, en fait, Zion Williamson, c'est quelque chose dont on parle souvent dans le podcast chez Dunk Hebdo. C'est un profil hyper particulier, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que Zion Williamson en forme, et on le revoit, même s'il est peut-être un petit peu moins bondissant que ce qu'il était à la fac, il est toujours incroyablement physique, incroyable finisseur. Enfin, c'est un joueur qu'on a envie de voir, c'est un profil assez unique, mais ça te pose beaucoup de questions de construction, et c'est vrai que c'est la grande question, en tout cas c'est la deuxième grande question du côté des Pelicans, c'est si tu veux essayer de faire une équipe autour de ce profil-là, et ça te demande, voilà, comme tu l'as dit, de retrouver des profils qui ont une valeur très très chère dans la NBA moderne,
Et donc, c'est pas évident du tout. Et ça amène la troisième problématique. Je fais la transition tout de suite parce que je la trouve intéressante, que tu voulais mettre en avant. C'est la problématique que j'ai écrit dans mes notes, la problématique du ventre mou. C'est-à-dire que justement, on en arrive là du côté des Pelicans, parmi ces équipes qui se retrouvent, alors coincées, c'est un grand mot, mais régulièrement, quoiqu'on n'est pas très très loin d'être coincé, comme les Bulls d'ailleurs, vu que le parallèle a été fait, régulièrement dans ces eaux à jouer, allez, le fond de qualification play-off, play-in, dans ces eaux-là, tu n'es pas assez faible justement, ton plancher est trop haut pour être dans la reconstruction, ton plafond est trop bas pour différentes raisons, peut-être une question de profil, peut-être tes joueurs stars qui sont pas assez bons, ça peut dépendre selon les équipes, et tu fais des ajustements à la marge, donc c'est compliqué. Comment on s'en sort? Est-ce que justement, c'est pas l'occasion cet été, je vais te poser la question comme ça, de sortir de tout ça en tapant un petit peu dans la fourmilière, en tradant Ingram, en ne re-signant pas Valanciunas, en redéfinissant l'identité de cette équipe autour de Zion? Oui, je suis d'accord. Après, sur cette question du ventre mou, on va dire que c'est moins souligné parce que c'est le ventre mou de l'Ouest. Donc ça reste un ventre mou d'équipe de qualité, mais ça reste le ventre mou quand même parce que les Pelicans sont sur 2 qualifications en play-off sur les 3 dernières années, certes, mais sont quand même sur 3 années de suite à jouer le play-in. Si vous regardez les équipes qui ont joué 3 fois le play-in, il y a les Bulls, il y a les Hawks, il y a les Lakers, il me semble qu'il me manque une équipe. Bon, bref, il y a les Bulls, les Hawks, les Lakers, il me semble les Wolves aussi. Mais voilà, toujours est-il que les équipes qu'on cite, là, les Bulls, les Hawks, c'est pas des équipes qu'on considère avoir un avenir très radieux, c'est plus des équipes qu'on considère stagnantes et dont on a plutôt envie de voir prendre une tournure de niveau un peu plus bas, on va dire, ou potentiellement de reconstruction. Ce que tu ne peux pas faire avec les Pels, parce que tu as un joueur du niveau de Zion, même si les Hawks, avec Trae Young, on va dire que ça peut un peu plus se discuter que les Bulls avec des marques qui est vieillissant, avec la vigne qui peut poser des problèmes, etc., etc. Mais oui, moi, ils sont dans une espèce de ventre mou dans le sens où ils sont en train de se faire ils sont un peu en train de se faire dépasser par la concurrence, c'est-à-dire que OKC l'aurait passé devant, Minnesota l'aurait passé devant, Denver est indéboulonnable, les Grizzlies vont pas tarder à revenir l'an prochain avec le retour de l'infirmerie, avec un pic de draft très élevé. Donc, est-ce que en l'état actuel, tu peux vraiment être meilleur que ces 4 ou 5 équipes? Dans un court terme, je suis pas sûr. Donc, tu seras forcément lock sur une espèce de court-termiste premier tour. Donc, peut-être que c'est l'occasion de dire, ouais, ok, on fait peut-être un petit pas de côté ou un petit pas en arrière en disant, on fait 2 années de retooling, puisque c'est un peu le mot à la mode, en disant, ok, on va avoir un effectif peut-être un peu bancal, on va dire, l'an prochain, on n'aura pas forcément toutes les pièces qu'on veut dès l'été, dès l'intersaison, dès l'opening night 2024-2025, mais c'est le premier pas vers essayer de viser les sommets, essayer de viser autre chose avec une autre type d'identité, peut-être plus offensive aussi, parce que les Pels offensivement, c'est quand même assez compliqué, autour de Zion. Ouais, pour reprendre ta comparaison avec les Hawks, finalement, du côté des Pelicans, tu as l'impression de ne pas encore être allé au bout du projet Zion. Alors, pour notamment des raisons blessures, mais en termes de temporalité, tu n'as pas poussé le curseur jusqu'au bout, tu n'as pas essayé plusieurs types de construction autour de lui, toutes les cartes que tu pouvais avoir. Donc, je pense que c'est pour ça que, comme tu le disais, c'est le moment de réoutiller, pour franciser à l'atome également cette expression de retooling. C'est le moment de réoutiller, là où contrairement justement aux Hawks, où tu as essayé, tu as peut-être voulu aller plus vite que la musique, mais tu as essayé, par exemple, donc tu as cité son nom tout à l'heure, avec Dejounte associé à Trae Young, donc tu as essayé plusieurs choses qui n'ont toujours pas fonctionné. Là, aux Pelicans, tu as encore l'impression qu'il te reste une dernière danse à tenter avec Zion. Je pense que c'est si effectivement la prochaine version, alors ça peut être sur plusieurs années, comme tu l'as dit, c'est pas forcément cet été où tu vas avoir tous les profils dont tu as envie, donc on peut voir, on va dire, à court moyen terme, mais la prochaine fois où on se posera cette question, là, a priori, ça devrait être l'heure, j'ai envie de dire, de clore le chapitre Zion. Pour le moment, il est encore ouvert. Et je vais emmener petit à petit au bout du podcast avec le dossier sous-côté, puisque ça va avec. On a cité plein de noms, on a cité des idées de trade, on a parlé de joueurs qui ne seront probablement plus là, je pense notamment à Valanciunas, qui est free agent cet été. Il y en a d'autres qu'il va falloir payer à court, moyen terme, je pense notamment à Trey Murphy. Du coup, voilà, le petit dossier sous-jacent, j'ai envie de dire, à tout ça, de tout ce dont on parle depuis le début du podcast, ce sont les finances.
Qu'est-ce qu'elle t'inspire, mon cher Constant? Et on salue Tom, évidemment. Et oui, on va parler finance alors que Tom n'est pas là dans ce post-mortem. Ouais, mais il faut toujours parler. De toute façon, quand on fait les post-mortem, il faut toujours parler finance parce que dans la vie comme en NBA, c'est malheureusement un petit peu ce qui décide de tout. Et de toute façon, il n'y a pas une équipe sur tous les post-mortem qu'on va faire où les finances, c'est pas un minimum intéressant. C'est-à-dire que c'est des cas de figure complètement différents. Vous avez eu les Suns il y a de ça quelques jours, donc bon, au niveau des sous-sous, vous avez vu que c'est un peu compliqué. Eh ben pour les Pels, ils sont pas au niveau de la seconde à prendre, mais il y a quand même des problématiques qui vont se poser puisque les Pelicans sont à 154 millions de salaires garantis juste sur leur roster la saison prochaine, sachant que la luxury tax est à 168 millions et qu'il y a quelques dossiers à régler. Comme tu l'as dit, il y a le dossier Jonas Valanciunas. Bon, je pense qu'il va partir sans trop de doute. J'ai du mal à voir le front office prolonger Valanciunas dans le sens où on a vu que Willie Green ne lui faisait pas spécialement confiance, même les soirs où il était plutôt bon. On voit que son skill set lui aussi colle pas trop avec Zion, que ce soit offensivement ou que ce soit défensivement. Donc déjà, c'est un profil que tu peux enlever, donc potentiellement tu peux garder des sous. Enfin, tu peux économiser des sous sur ça. Ils ont aussi leur pick de draft, donc le pick 21, donc ça fait de l'argent garanti, sachant qu'ils ont le pick des Lakers, mais ils peuvent choisir de défaire, donc de différer le pick à l'année prochaine, en estimant peut-être que les Lakers seront moins bons cette année, enfin l'an prochain que cette année, donc ils auront un pick de draft plus élevé. Potentiellement, s'ils décident de le garder, je pense pas, mais admettons, ils décident de le garder, eh ben, ça fait encore de l'argent garanti sur le premier tour, à voir si potentiellement ces first rounds peuvent être échangés, je sais pas, en essayant d'ajouter une pièce comme pourquoi pas Larry Nance peut-être pour essayer de bouger à cette intersaison. On a vu que David Griffin a dit que c'était pas un été où ils allaient stagner, c'était un été où ils allaient essayer de s'améliorer, donc ça présage du mouvement aussi du côté des Pélicans. Et puis tu as aussi un profil comme Najee Marshall, un profil qui est free agent cet été, qui a été utile sur la série face à OKC, qui est un profil apprécié, polyvalent. Là aussi, à côté de Zion, c'est un profil que tu peux mettre, même si on va dire que c'est un peu redondant avec Herb Jones, mais t'as jamais délié Suendi à mettre, t'as jamais assez délié Suendi à mettre à côté de Zion, on va dire. Donc voilà, il y a ce profil-là, et puis il y a surtout l'extension de Trey Murphy, qui est éligible à une extension dès cet été, puisque c'est la fin de sa troisième saison. On a vu que il y a eu des hauts et des bas, on va dire, sur la saison de Trey Murphy, mais qu'il avait plutôt bien fini la saison, qu'il avait enfin trouvé une espèce de complémentarité avec Herb Jones, qui n'était pas forcément le cas la saison précédente, par exemple. Donc voilà, c'est un joueur qui va demander beaucoup d'argent, c'est un joueur dont le skill set colle énormément avec Zion. Brandon Ingram est free agent l'été prochain, comme j'ai dit. Donc, attention à ces Pels. Et je pense que le fait que la luxury tax se rapproche et que les Pels n'ont jamais payé de luxury tax, eh ben, c'est peut-être là aussi la circonstance qui va leur permettre d'effectuer ces mouvements durant l'été. Ouais, je vais quand même poser alors la question qui fâche, c'est un grand mot, mais du coup, est-ce que dans l'optique, par rapport à tout ce qu'on a dit, d'une difficulté à trouver les profils dont tu as envie, et justement cette réticence à payer la luxury tax, est-ce qu'il n'y a pas un monde où on se retrouve avec une saison prochaine assez compliquée pour les Pelicans, avec par exemple un transfert d'Ingram contre des joueurs de valeur, avec des contrats finissants peut-être pour voir à la fin de l'année, tu me diras son contrat est finissant aussi, mais pour pas le perdre contre rien, ou des assets en tout cas court, moyen terme avec quelques pics de draft, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un monde, peut-être, une inquiétude voilà, que j'ai envie de poser sur la saison prochaine des Pelicans qui pourrait être une saison de transition justement? Je sais pas, parce qu'il a quand même dit qu'il voulait améliorer l'effectif, David Griffin. Donc, c'est vrai. Moi, j'ai plus peur, justement. Avec là, c'est de dire que ça s'améliore du côté de l'Ouest et que nécessairement les Pelicans doivent faire la même chose. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, t'as bien fait de parler des Pels et des Hawks et de souligner un point que j'avais pas souligné, c'est que les Hawks ont tenté beaucoup plus de choses autour de Trae Young que ce que n'ont tenté les Pels. Que ce soit au niveau des trades, que ce soit au niveau des joueurs à mettre autour de Trae Young. Et justement, une des craintes que j'ai vis-à-vis de la déclaration de David Griffin, c'est de faire un trade type des Dejounte Murray, où tu te dis, en fait, tu vas faire un gros trade, un gros trade pour histoire de faire un gros trade plus que pour la logique, quoi. Ouais, mais ça peut potentiellement être pour le même joueur en plus que les Hawks. C'est ça qui est assez cocasse, mais de te dire, je vais prendre le pick des Lakers, je vais prendre mon pick, je vais, je sais pas, je vais prendre au niveau des salaires, je vais prendre Larry Nance et je sais pas moi.
En plus, au niveau des salaires, voilà. Ça, c'est une problématique. Déjà, ils ont 3 joueurs qui sont à 24% et tout le reste, c'est des contrats standards avec Herb Jones qui est à 9% du cap, Larry Nance à 8. T'as pas ce contrat à 17-18 millions que tu peux, qui était le contrat de Valanciunas. C'était Valanciunas, oui. Voilà. T'as pas ce contrat intermédiaire que tu peux mettre un petit peu dans tous les trades. C'est soit t'es sur des joueurs quasi au max, soit t'es sur des joueurs en dessous de la mid-level exception. Et ça, déjà, ça t'enlève un petit peu de marge de manœuvre. Et du coup, tu peux pas faire un trade en disant, je sais pas, je prends Dejounte Murray et je vais envoyer mes pics de draft. Et de l'autre côté, je vais faire un trade. En fait, genre, tu fais un gros trade, enfin, entre guillemets, tu fais un gros trade pour faire venir un joueur All-Star avec tes pics de draft. De l'autre côté, tu vas potentiellement trader Ingram pour récupérer des joueurs plus complémentaires de Zion et du coup, pour avoir peut-être des contrats un peu finissants ou peut-être éviter de trop t'installer au niveau de la taxe. Je pense que c'est un truc qu'il peut faire et effectivement, je pense que attention, les Pels, effectivement, à vouloir améliorer l'effectif, oui, mais il faut pas vouloir l'améliorer avec n'importe quoi et tomber un petit peu dans faut absolument qu'on soit meilleur que ce qu'on était la saison prochaine. Du coup, on va trader, quitte à mettre des joueurs qui ne colleront à nouveau pas avec ce que peut faire Zion. Bon, c'est une bonne conclusion. Du coup, équipe à surveiller cet été, les Pelicans, un GM, un vice-président des opérations basket, un Griffin à surveiller, un David Griffin. Et non pas un Adrian ou un Peter. Exactement, faut se méfier d'un Peter Griffin, effectivement. Donc à surveiller pour cet été. J'espère quand même que les fans des Pelicans ont vécu une bonne saison. J'imagine que c'était quand même... Bon, la fin est assez triste, un peu en queue de poisson. C'était plus compliqué, mais c'était quand même une bonne saison du côté des Pelicans. Et puis... ça augure peut-être, en tout cas, encore du bon. On espère un Zion en pleine forme. Je ne sais pas si tu vas rajouter quelque chose sur les perspectives Pelicans à court terme. Non, à voir ce qu'ils vont faire aussi très rapidement de leur duo de sophomore de rookie. C'est une équipe en fait qui a un corps de jeunes, on va dire, enfin qui a un groupe de jeunes assez intéressant avec les Dyson Daniels et Jordan Hawkins, qui a pas trop joué finalement sur la série de playoffs face à OKC, alors que pourtant il aurait pu apporter au niveau du tir à 3 points. Donc à voir, peut-être que c'est des joueurs qui en cas d'éventuel trade potentiellement de McCollum ou de Ingram, peut-être des joueurs qui vont prendre une autre dimension s'ils se retrouvent avec un usage plus élevé ou s'ils se retrouvent avec des responsabilités différentes de ce qu'elles sont actuellement. À voir. Après, Dyson Daniel, c'est toujours pas un profil qui colle autour de Zion. Jordan Hawkins, peut-être un peu plus, mais est-ce que la question, encore une fois, on va faire le parallèle jusqu'au bout avec les Hawks, est-ce que dans ce groupe de jeunes, il n'y a pas un Jalen Johnson qui se cache quelque part, dans le sens où un joueur qui, quand tu vas enlever un titulaire, comme les Hawks l'ont fait avec John Collins, va se révéler sur un usage plus élevé. J'adore le fait que tu aies cité Jordan Hawkins. Moi, j'avoue que s'il peut y avoir espoir de progression interne, moi, je veux bien mettre une petite piécette, pas grand-chose, hein, mais sur Jordan Hawkins, comme tu le dis, avec de l'expérience en plus, des responsabilités en plus, et peut-être justement être ce gars dont on parlait, comme c'est un peu un combo, quoi, finalement, donc un guard pour dynamiter un peu cette attaque. Pourquoi pas? On peut leur souhaiter, en tout cas, que ce soit la progression interne ou externe. En tout cas, voilà, un été à surveiller du côté des Pelicans. On est à peu près dans les temps, et je le souligne exprès pour narguer nos camarades de chez Dunk Hebdo, puisque ça va être un peu notre défi, hein. Il y a beaucoup de post-mortem à faire et de preview ces jours-ci pour cette fin de saison. Vous avez vu les auditeurs de Dunk Hebdo, je peux faire un épisode court. Hein. Vous avez vu, hein. Effectivement, on y arrive, on fait ce qu'on peut. En tout cas, on espère que ça vous aura plu. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, j'imagine qu'on va vite se retrouver pour d'autres post-mortem. Donc, à bientôt. Et merci à toi, Constant. Merci. Salut.